Gervin Ibaïbe Motaki Mbom Audrey Okomi Auguste Ngili Marcelin Doka. Je suis donc Oxens Léonard Okomi. Je suis le directeur des projets à l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre du Congo-Brazzaville, conseiller technique du président de la CEP. Et je vous donne aussi officiellement l'information qu'il y a une semaine, c'est-à-dire jeudi passé, le Conseil des ministres de notre pays a bien voulu choisir ma modeste personne pour en faire un directeur général de la formation qualifiante et de l'emploi au niveau du Congo. Mais j'interviens ici non pas en cette qualité, mais comme votre collaborateur habituel, donc le collaborateur des directeurs généraux ici présent. Je commence mon propos par un bref aperçu sur le Congo. Simplement parce que il y a eu un petit fait, une petite anecdote. Une fois dans notre promenade et nos voyages avec mon très cher président, nous nous sommes retrouvés dans un coin du monde et comme souvent ça se passe, quelqu'un nous pose la question, vous venez de quel pays? Nous avons dit, nous sortons du Congo, Congo-Brazzaville. Ah oui, je connais le Congo-Brazzaville, ah oui. Et de dire par la suite, ah oui, c'est-à-dire le Sénégal. J'ai compris qu'il ne connaissait pas le Congo, qu'il faut toutefois présenter le Congo en bref. Voilà, donc le Congo, c'est ce pays d'Afrique centrale, limité entre le Gabon, la RCA, le Tchad, le Cameroun et l'océan Atlantique. 342 000 km² de superficie, 4 85 422 habitants, 2,7% de croissance de population en moyenne annuelle, 62,2% de population active, 27,8% de population active occupée, 67,1% de la population urbaine, 6,9% de taux de chômage selon la définition du BIT, parce que là aussi il y a souvent le problème de la définition du BIT, on pourra échanger sur la question, 12% de taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans, 85% emploi informel, 83% de taux d'alphabétisation, ça veut dire qu'on a régressé un tout petit peu, on était déjà vers 90% de taux d'alphabétisation dans notre pays, donc il y a déjà là un problème pour nous qui gérons les marchés de l'emploi, du travail, on a là un problème. Et notre devise, c'est Unité, Travail, Progrès, le drapeau vert, jaune, rouge, notre hymne, la congolaise, notre monnaie, le franc CFA, notre langue officielle, c'est le français, notre capitale, Brazzaville. Excusez-moi d'avoir fait ce... parce qu'il fallait réparer l'incident qu'on avait connu du Congo qui était au Sénégal. Voilà. Donc pour la petite présentation, nous commençons par la petite histoire de l'ONEMO. Nous avons pensé qu'effectivement, il faut une petite histoire parce que chaque service public d'emploi est une histoire. Et c'est souvent cette histoire qui nous rattrape chaque fois que nous sommes en train de poser des actes parce que c'est notre passé chargé de certaines choses qui nous rattrape. Et c'est cela l'intérêt pour nous de présenter la petite histoire de l'ONEMO. Et puis l'organisation et le fonctionnement de l'ONEMO, les missions. Comme ça, nous allons constater que nous avons des missions qui aujourd'hui ont évolué, pour lesquelles le législateur n'avait pas pensé et qui nous posent aussi quelques petits problèmes aujourd'hui. C'est certainement le cas aussi dans la plupart des pays et la plupart des SPE. Nous allons présenter aussi très rapidement quelques programmes que nous mettons en œuvre et qui sont aussi, pour certains, des programmes qui sont mis en œuvre dans beaucoup de pays africains et que nous pouvons voir la possibilité de mutualiser nos stratégies pour voir où est-ce que l'autre avait chuté et où est-ce que nous pouvons envisager des solutions pour sauter la difficulté. Et puis, les perspectives. Nous allons présenter rapidement quelques perspectives
et conclure notre propos. À propos donc de l'histoire, nous disons simplement que le service public, l'histoire de l'ONEMO est liée à l'évolution du service public de l'emploi au Congo. Le premier code du travail de la République du Congo, institué en 1964, confiait les missions jadis dévolues à l'Office de la main-d'œuvre des territoires d'outre-mer à une nouvelle structure appelée Service central de la main-d'œuvre et de la formation professionnelle, relevant de la Direction générale du travail et de la fonction publique. Ça veut dire que l'ONEMO est issu d'une direction générale du travail qui était une inspection du travail. Donc, le comportement que nous aurons à développer par la suite, c'est beaucoup plus les comportements liés à notre passé d'inspecteur du travail, contrôleur du travail, et voilà pourquoi on peut, pour certains, solliciter un peu l'indulgence, parce qu'on a gardé quelques réflexes à ce niveau-là. Alors, et il y avait donc, jusqu'en 1985, les questions de placement de main-d'œuvre dans les entreprises relevaient de la compétence des bureaux de placement qui existaient au sein des inspections interrégionales du travail, dont les principales furent celles qui existaient à Brazzaville, à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est la capitale économique, Dolisie et Makwa au nord du pays. Donc, pour faire face, d'une part, aux phénomènes récurrents qui caractérisent le chômage, permettre à l'État monopoliste de l'époque de bien maîtriser les questions de placement de main-d'œuvre nationale, de réguler le fonctionnement du marché de l'emploi, abolir l'existence des bureaux privés de placement qui étaient source de remous sociaux. On insiste sur ça parce que notre collègue du Tchad a évoqué cette question des bureaux privés de placement. Et d'autre part, dans le souci de... Dans le souci de mieux appliquer les dispositions instituant une procédure unique de recrutement dans les entreprises d'État, entreprises pilotes, le législateur décida de la création le 14 février 1985 de l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre par une loi, la loi 03/85. La plus grande caractéristique de cette loi est qu'elle attribuait à l'ONEMO le monopole de placement, interdisant ainsi l'existence des bureaux privés de placement. L'office ainsi créé est un établissement public à caractère administratif et social, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre du Travail. Vous allez voir aussi dans les évolutions, au commencement, on était rattaché au ministère du Travail. Chemin faisant, on est détaché du ministère du Travail pour appartenir au ministère de l'Emploi. Et puis après, c'est ministère de l'enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. Ces évolutions-là ont des impacts également sur le mode de fonctionnement du service public d'emploi. C'est très important comme point de repère pour les discussions. Cette loi fut remplacée et complétée successivement par deux autres lois, dont la 022 qui est actuellement en vigueur. On continue. En 88, en raison de la crise économique déjà profonde et de la montée fulgurante du libéralisme économique en Afrique, la puissance publique affaiblie, l'État renonce au monopole de placement parce qu'on s'est retrouvé avec des entreprises qui sont allées même voir parfois des autorités pour dire cette affaire d'ONEMO ou de structures-là, ça nous embête. Est-ce qu'on ne peut même pas nous enlever ça? Il y avait eu même des débats où il fallait même carrément supprimer l'existence d'un service public d'emploi. Ça a existé dans nos pays. Et donc, comme l'État était presque affaibli, renonce au monopole du placement. Et depuis la décennie 90, c'est toujours pour la petite histoire, l'ONEMO est dans un processus toujours inachevé de réforme envisagé par le gouvernement. Tantôt, il s'agit de son éclatement en trois structures. Agence nationale pour l'emploi, Agence nationale pour la formation professionnelle, Fonds pour l'emploi. Soit, il faut l'éclater en deux structures. Chaque ministre qui arrive a tendance à trouver la configuration qui lui convient. Soit qu'il faut faire une agence pour l'emploi du Congo, soit un fonds pour le financement de l'emploi. Soit qu'il s'agit de sa dissolution carrément
et de son remplacement par une nouvelle structure dénommée Fonds congolais de l'emploi. On a eu donc des débats comme ça, de non. On dit non, ce n'est Onemo, ça sonne mal, il faut maintenant passer, il faut appeler ça Fonds congolais de l'emploi parce que ça va attirer peut-être les investisseurs. Soit encore son éclatement en 4 structures. Agence nationale pour l'emploi, Caisse congolaise pour l'assurance chômage, Observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle, Fonds pour le financement de l'emploi. C'était la vision du ministre sortant, le ministre qui était parti. C'était sa vision. C'est comme ça qu'il fallait que le service public de l'emploi du Congo soit. On continue. Voilà pour la petite histoire. Cette petite histoire nous accompagne pour comprendre aussi comment ça se passe par la suite. Chaque fois, le directeur général est obligé de s'attendre à ce qu'on va changer. Ça ne va peut-être plus être l'ONEMO. Ça ne va plus être ce qu'il pense. Et cela a un impact sur l'organisation et le fonctionnement. Fonctionnement actuel. L'ONEMO est organisé en un conseil d'administration. À l'époque, ce conseil d'administration était présidé par le ministre de tutelle. Actuellement, ce n'est plus le ministre de tutelle, c'est maintenant la conseillère du président de la République, chef du département des affaires sociales et du genre. Ce conseil est tripartite et composé des représentants de l'État, des représentants des employeurs, des représentants des travailleurs. Actuellement, il y a une direction générale qui comprend 7 directions centrales. 7. Nous sommes passés de 3 directions centrales, 5 directions centrales à 7 directions centrales. Il y a la direction de la documentation de l'audit interne des études et de la planification. Il y a une direction du personnel des affaires administratives et financières, une direction des projets, de l'assistant technique et de l'aide à l'installation, ma direction. La direction de la prospection et du placement, la direction de ma collègue Anne-Marie Bikindou là-bas. La direction du contrôle, du recouvrement des affaires juridiques et du contentieux. Vous percevez qu'on est toujours dans la logique normative du service public de l'emploi. Contrôle, contentieux. On n'est toujours pas détaché de l'esprit institution, répression, on est encore là-bas. Alors, recouvrement, parce qu'il faut qu'on aille nous-mêmes récupérer l'argent. Donc, direction de la formation professionnelle et de la coordination des centres de formation professionnelle. La direction de l'orientation, du suivi, des statistiques et de l'informatique. Il y a une agence comptable. À l'époque, il n'y en avait pas. Il y a maintenant une agence comptable actuellement en installation et animée par un cadre affecté à demeure par le Trésor public. Parce que l'État veut voir clair comment ça se passe là-bas. Des directions départementales, il y en a 10. Et dans toutes les directions départementales de notre pays, l'Office national de l'emploi est représenté. Et des centres de formation professionnelle, il y en a 4. Les ressources humaines. L'ONEMO compte à ce jour 453 agents, comprenant des fonctionnaires en position de détachement et des agents contractuels recrutés et payés directement par l'Office. Soit 82 fonctionnaires, 371 contractuels. On est en train de muter progressivement vers l'élimination des fonctionnaires parce que eux, en tant que fonctionnaires, ils pensent que si ça ne marche pas ici, demain, il pourra repartir là-bas. Les femmes, 165, hommes, 288. Donc, quand même, la question du genre, on peut penser que ça marche un tout petit peu. Les cadres, 155. Les agents de maîtrise, 233. Agents d'exécution, 65. Les profils. Il y a des administrateurs du travail et des SAF, les inspecteurs et contrôleurs du travail, les professeurs de lycée et de collège, des médecins et agents de santé, les ingénieurs, etc. Le document est là, vous pourrez regarder. Si nous avons présenté les profils, ça nous permet de comprendre qui peut travailler dans un service public d'emploi et comment on peut les remodeler rapidement
pour leur donner le b.a.-ba et les capacités d'être opérationnels. On pourra en discuter. Les ressources financières, le nerf de la paix et le nerf de l'emploi. On a dit à la déclaration ce matin, je cite le DG du Bénin, nerf de la paix. Les ressources financières. Il y a la subvention de l'État à travers les salaires versés aux fonctionnaires. Il y a la taxe d'apprentissage qui représente 1% de la masse salariale brute des entreprises. Il y a la cotisation patronale, 0,5% de la masse salariale brute des entreprises. Mais attention, le recouvrement de ces taxes est effectué par les impôts. Avant, l'ONEMO lui-même pouvait se battre pour accéder à ça. Maintenant, c'est les impôts qui font le recouvrement et c'est le Trésor qui constitue la banque pour financer ce que l'ONEMO peut faire. Il y a des droits perçus pour les visas des autorisations d'emploi des étrangers, les contrats de travail des étrangers. Ça génère des ressources que nous appelons des produits techniques. Il y a la vente des cartes de travail. Bien, nous avons pensé faire un petit exercice à mettre à la disposition de tous pour voir un peu les évolutions des budgets de l'Office de 2009 à 2013 pour voir combien d'argent le gouvernement met à la disposition de notre service public d'emploi pour faire face à la question de l'emploi. Il y a un investissement État, il y a l'investissement ONEMO à travers les produits techniques, avec tout ce que l'ONEMO fait, génère également des fonds. Et bon, vous allez regarder dans le tableau et on pourra en discuter même dans les couloirs. Pour gagner du temps, on va avancer. Les missions, les hommes, l'argent, les missions. Quelles sont les missions qui sont assignées à l'ONEMO? Au terme de la loi, l'ONEMO a les missions suivantes. Promouvoir l'emploi et lutter contre le chômage. Centraliser et rapprocher les offres et demandes d'emploi. Centraliser les recrutements dans les entreprises d'État et les sociétés d'économie mixte. Assurer la congolisation des emplois. J'ai mis ce mot-là entre guillemets parce que ça fait souvent problème. Congolisation des emplois. Gabonisation des emplois. Camerounisation des emplois. Nous, on a souvent ce problème-là en Afrique. Comment les uns et les autres traitent la question? C'est aussi le moment d'échanger pour voir est-ce que chez vous, cette question a été réglée. Chez nous, ce n'est pas réglé. Chez les autres, peut-être c'est réglé. Donc, on peut échanger pour voir où est-ce que vous en êtes avec la vôtre. Établir les statistiques de l'emploi, effectuer des études et recherches sur l'emploi, la main-d'œuvre et la formation professionnelle, organiser à la demande des entreprises des tests de qualification professionnelle, participer à la formation professionnelle des adultes, à leur perfectionnement et à leur recyclage, organiser des stages de formation et de perfectionnement professionnel pour les jeunes à la recherche d'un emploi à la sortie du système éducatif, délivrer aux travailleurs tant nationaux qu'étrangers une carte de travail, délivrer dans les conditions prévues par la loi les autorisations d'emploi aux travailleurs étrangers. Voilà les missions fixées par la loi. Et quand nous regardons ces missions-là, il n'y a aucune mission sur le financement. Il n'y en a pas là. Aucune. Ça, c'est la loi elle-même. Programme mis en œuvre. Quels sont les programmes que l'ONEMO met en œuvre? 3 types de programmes sont développés au niveau de l'ONEMO. Il y a les programmes de formation qualifiante et d'orientation professionnelle. Il y a les programmes emploi salarié. Il y a les programmes d'emploi indépendant qui ne sont pas fixés. Le dernier, les emplois indépendants, la loi n'en parle pas. Les programmes de formation qualifiante et d'orientation professionnelle. Il s'agit du programme de formation initiale développé dans les centres de formation professionnelle de l'ONEMO, parce que l'ONEMO en a 4, dont ces centres-là développent des formations initiales. Programme de formation installation des promoteurs, réalisé en partenariat avec des fournisseurs de formation. Il y a des programmes d'orientation professionnelle en milieu scolaire et universitaire.
Nous vous les citons simplement parce qu'on n'a pas assez de temps de développer les contenus. Les programmes d'emploi salarié. Au niveau de l'emploi salarié, nous avons le programme emploi diplômé, le PED, qui est développé dans beaucoup de pays africains. Il y a le dispositif d'occupation des jeunes aux travaux d'intérêt public. Parce qu'il ne faut pas les laisser oisifs. Nous les regroupons pour les mettre à contribution pour les travaux d'intérêt public. Nous avons le projet e-emploi. Nous développons le projet e-emploi. C'est le Congo qui était à la base du développement du projet e-emploi et qui, par la suite, est arrivé au Gabon et qui est en train d'être... on est en train de réfléchir pour continuer à développer ce programme-là à travers toute l'Afrique, notamment la sous-région. Les programmes d'emploi indépendants. Au niveau des programmes d'emploi indépendants, nous avons le programme d'appui au développement des emplois ruraux. C'est un programme qui est développé également au niveau du FNE, du Fonds national de l'emploi. Développe également ce programme. Le Congo développe ce programme également. Nous avons le programme d'appui à la micro-entreprise. Nous avons le programme d'appui aux initiatives des personnes handicapées, vivant avec handicap. Nous avons le programme d'appui à la municipalisation accélérée des départements. Nous avons le président, chaque année, désigne un département pour abriter les festivités de la fête nationale. Et il y a des fonds qui sont mobilisés autour de ce département pour son développement. Et le service public d'emploi accompagne cette volonté-là par des initiatives, des formations et installations, parce que souvent on fait l'importation de la main-d'œuvre d'une région à une autre, ça fait des problèmes, les locaux réagissent à ça. Et donc, nous, service public d'emploi, on essaie d'accompagner le gouvernement dans cette politique. Il y a le programme d'appui au retour des immigrés congolais, le PARIC. C'est un programme qui est également développé au Cameroun. C'est un programme que je viens d'apprendre que le Gabon aussi développe ce programme. Le Mali est également sur ce programme. Voilà pourquoi on les présente aussi pour voir la possibilité de mutualiser la stratégie pour avoir une démarche plus claire, une démarche plus cohérente pour l'ensemble de nos pays. Parce que la problématique des immigrés, c'est aussi une problématique de l'Union européenne. Il faut aussi que cette problématique soit récupérée au mieux de nos intérêts. Alors, il y a le financement de ces programmes. Nous avons pris soin de vous indiquer quelques montants, quelques chiffres, pour voir qu'est-ce que le gouvernement, combien d'argent le gouvernement met pour financer ces programmes-là. Le PED, en 2009, on a mis 350 millions. En 2010, 350 millions, etc. Vous allez voir les chiffres qui sont proposés, qui sont indiqués dans ce tableau-là. Je parle sous le contrôle du propriétaire de la maison, donc c'est des chiffres qui sont exacts. En 5 ans, les prévisions du budget de l'État sur les financements des programmes se sont élevées à 7 milliards 212 millions de francs CFA, soit une moyenne de 1 milliard 425 millions par an. Cependant, ces sommes n'ont pas toujours été totalement décaissées au niveau du trésor public. Cette nuance est très importante pour qu'on comprenne, parce que ça peut sauter que c'est fort, mais parfois sur le terrain, ce n'est pas toujours ces montants-là qui arrivent. Et donc, ça peut justifier, dans une certaine mesure, le caractère un peu mitigé des résultats que nous pouvons obtenir dans le cadre de l'exécution de ces programmes. Nous vous avons donné à titre indicatif quelques chiffres pour voir qu'en 5 ans, sur le PED, voilà les réalisations, voilà le nombre de jeunes qui ont été placés dans les entreprises, le PADER, combien d'emplois directs ont été créés, combien d'emplois indirects ont été créés. C'est bien d'indiquer les difficultés que l'on rencontre pour que l'autre puisse essayer de regarder que ce qu'il a comme difficulté, chez moi, c'est une solution. Et voici ma solution. Or, généralement, souvent, nous faisons des présentations avec des beaux rôles, montrer que ça se passe toujours bien, les bonnes pratiques, mais c'est bien. Mais les mauvaises pratiques sont aussi des leçons. On peut aussi tirer des leçons pour mieux comprendre comment on devait faire la chose. Alors donc, nous, on n'a pas eu peur et honte de présenter les difficultés pour que les autres puissent regarder et nous aider. Difficultés d'ordre juridique. Il y a une instabilité. Nous avons constaté qu'il y a une instabilité. On est toujours en perpétuelle réforme.
dès chaque fois qu'on arrive, on commence par la réforme. Donc ça veut dire que l'initiative de départ est laissée d'abord de côté. On attend ce qu'on va devenir. Et c'est cela. Et les directeurs généraux, généralement, fonctionnent dans cette représentation. Un nouveau ministre qui arrive, on ne sait pas ce que je vais devenir, on ne sait pas ce qu'on va en faire, et on attend. Et ça, c'est très important. C'est très, très important parce que, au point où même un bon programme attend que le ministre dise s'il est d'accord ou pas de poursuivre avec ce que vous aviez pourtant déjà si bien conçu. Et il y a absence des textes d'application. Surtout que nous sommes dans une approche normative du service public d'emploi. On veut que tout soit réglementé. Alors que l'emploi, c'est quelque chose de souple, qui nécessite beaucoup plus d'approche conseil, approche négociation. Ce n'est pas une approche inspection où on vient constater que tu n'as pas respecté les normes du travail, etc. Ce n'est pas ces approches-là. Donc, il y a par exemple le financement de l'emploi indépendant par l'ONEMO ne repose sur aucun texte. C'est-à-dire, on a un programme, on développe le programme, mais la loi n'a pas dit que celui qui est venu prendre, qui a bénéficié du financement de l'ONEMO doit rembourser. Ça va être simplement une gestion morale pour dire que c'est l'argent d'autrui, il vient quand même remettre, etc. Ça devient... Alors, donc, difficultés d'ordre financier, les difficultés d'accès à la subvention de l'État et l'absence de financement additionnel au niveau des institutions internationales. On en a parlé. Souvent, les institutions internationales ne nous apportent pas l'aide dans le sens attendu. Souvent, c'est des financements qui sont élaborés, préparés avec un dispositif déjà qui sont déjà préétablis pour dire, pour faire votre activité, il y a un bureau d'études qui a été déjà contacté, il y a les termes de référence, il y a tout ce que nous connaissons, et à la fin, le financement n'atteint pas le bénéficiaire. Il est simplement recyclé et repart chez le propriétaire. Donc, ce sont les réalités. Je préfère caricaturer pour que ça nous tique, nous, services publics d'emploi d'Afrique, qu'on comprenne qu'en réalité, cette question de financement, il faut la traiter froidement. Il ne faut pas que nous la traitons avec émotion pour dire que non, nous avons des problèmes d'ordinateur, nous avons les problèmes d'argent, etc. Et qu'eux, ils doivent nous apporter la réponse à ça. Ils ne règlent pas les problèmes pour nous. Cette notion n'existe pas. Ils ne peuvent pas vous aider à rapatrier les Congolais qui vivent là-bas parce qu'ils sont gentils. Non, c'est parce qu'ils n'en veulent pas. Parce qu'ils ont d'autres problèmes à régler de l'autre côté. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vous aider à développer vos pays. C'est pour quel intérêt? Alors, donc, difficulté d'ordre général. Difficulté d'ordre général. La conjoncture économique du pays diminue le nombre d'entreprises et les possibilités de création d'emplois. Il y a beaucoup de problèmes, les entreprises, etc. Et le système éducatif et de formation dans son ensemble génère un produit fini de qualité moins bonne. Et ça, c'est vrai, souvent recusé par les employeurs. Nous allons vers les entreprises en discutant, oh non, comment se fait-il qu'on ne veut pas accepter, alors que nous-mêmes, nous sommes conscients que la formation telle que nous la donnons dans nos écoles, dans nos centres de formation, c'est des formations au rabais. Ce n'est pas des formations de très bon niveau, et donc l'autre produit n'est pas compétitif. Il faut améliorer d'abord la qualité de notre produit pour que ces produits soient compétitifs. Donc, mais on ne désespère pas, parce que ce n'est pas parce que ce sont des produits de qualité, c'est notre devoir de transformer cette qualité-là. Donc, en perspective, l'ONEMO se propose d'assurer la formation des formateurs. Il faut que nous formons ceux qui peuvent aller former les autres, de telle sorte qu'on ne fasse pas toujours des formations du genre, un tel est allé suivre une formation au Pôle emploi, il revient, c'est pour lui-même, etc. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va en faire. Alors,
Procéder à la formation des spécialistes dans les domaines de l'emploi, particulièrement dans les métiers de conseiller emploi, conseiller en orientation professionnelle, conseiller en projet. Diligenter la formation des statisticiens du travail. On n'a pas beaucoup de spécialistes dans les questions de statistiques. Souvent, c'est quelques personnes qui ont quelques notions vagues et qui ne peuvent proposer pas grand-chose à un directeur général, au point où les statistiques dans les services publics d'emploi ne constituent même pas souvent une grande préoccupation. Ce n'est pas la préoccupation des services publics d'emploi. Ça vient un peu comme pour compléter les papiers qu'il faut. Alors, il y a la qualification et la spécialisation du personnel. Nous voulons, au niveau de l'UNEMO, développer de façon plus active un partenariat national et international avec des organismes œuvrant dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Alors, nous concluons pour dire que vas-y, il y a quand même... Voilà, nous osons espérer que notre présentation permettra un meilleur échange avec tous ici, afin de tracer les pistes de réflexion susceptibles d'identifier des opportunités en matière de coopération et d'assistance technique avec tout partenaire qui le souhaite. Merci pour votre énorme attention. Bien, merci. En principe, un conseiller ne parle pas trop. Et comme j'ai déjà fait la présentation, le propriétaire de la maison étant sur place, je préfère qu'il donne les informations les plus appropriées sur ces questions que lui maîtrise beaucoup mieux que moi. Je vais donc lui passer la parole. Pour rentrer au Congo, si vous partez pour les conditions de travail, vous devez obligatoirement obtenir un visa, si vous n'êtes pas un pays de la CEMAC. Contrairement que pour venir ici, il faut le visa, mais pour aller au Congo, souvent il n'y a pas de visa, je suis un peu convaincu. Si vous n'êtes pas un pays de la CEMAC, vous devez, ou certains pays, exonérer le visa, et vous devez obligatoirement avoir votre contrat de travail. Et c'est par rapport à votre contrat de travail que vous avez le visa et ensuite le titre de séjour. Et cela, vous pouvez travailler dans l'entreprise qui vous a fait venir. Maintenant, concernant la main-d'œuvre chinoise, elle est en train de gérer toute l'Afrique. Ce n'est pas un cas spécifique pour le Congo. J'ai croisé les Chinois un peu partout dans tous les pays africains. Mais au niveau du Congo, ce sont des entreprises qui s'installent. Souvent, c'est le gouvernement qui les fait venir. Ce sont souvent des entreprises politiques qui viennent réaliser des chantiers à haute attente de la population, peut-être un barrage hydraulique, vous voyez, ou bien un stade de football. Aujourd'hui, bientôt, nous allons accueillir les Jeux Olympiques. Il faut construire les infrastructures et ce sont les Chinois qui ont gagné ces marchés. Après avoir gagné les marchés, à la procédure de séjour au Congo, ces Chinois ont trouvé obligatoirement les cartes de travail que vous avez vu quand le présentateur a fait, ont eu des contrats signés par le ministre en charge de l'emploi et par rapport à ça, des titres de séjour délivrés par la police congolaise et ils sont en règle. Bon, il y a un cadre spécifique que nous avons beaucoup de difficultés, qui peut-être beaucoup de pays africains n'ont pas, c'est que nous sommes voisins de la grande RDC et qui a une monnaie très faible par rapport au CFA. Quand il y a un travail que le Congolais ne va pas faire, le Congolais de chez nous, le Congolais à RDC peut faire ce travail. Et quand on le paye 1000 francs CFA jour, pour lui, il a gagné plus. C'est un grand problème aujourd'hui qui est difficile à résoudre. Quand les Chinois arrivent surtout, ils veulent, ce sont des entreprises qui veulent s'installer pour réaliser la plus-value, que ce soit les Total, toutes les sociétés qui sont au Congo. Ces sociétés n'installent pas pour absorber le chômage congolais, c'est pour réaliser la plus-value. Quand ils trouvent que la main-d'œuvre de l'autre côté de la rive est moins chère, parce que quand on les paye même 500 francs CFA par jour, et ce sont des gens qui traversent par les voies, même par pirogue, vous savez qu'il n'y a que la rivière, il y a un fleuve qui nous sépare, ils viennent le matin, travaillent, il a gagné ses 500 francs, il retraverse le soir, dormir chez lui, quand il met les 500 francs à leur monnaie locale, ça fait quelque chose. Donc juste là, on a ce sérieux problème qu'on n'arrive pas à résoudre et à maîtriser au niveau de l'ONEMO. Parce qu'on ne peut pas, ils ne viennent pas pour les emplois formels.
Et on n'arrive pas jusqu'à cerner la question, le problème est resté. Car cela tienne, les Congolais, les jeunes Congolais, qui ont les mêmes spécialités, travaillent. Et la congolisation est butée. Il y a certains cas où on n'arrive pas à congoliser. On doit d'abord passer par les contrats de jumelage. C'est à un étranger, un Congolais. Et après un temps T, l'étranger se retire, le Congolais occupe le poste. Et c'est des méthodes comme ça que nous opérons juste là. Et l'autre question, c'était 85% de travail. Ça, c'est une étude du BIT a démontré, même je pense que l'étude d'Alex a dû démontrer que dans tous les pays africains, nous sommes africains. Nous avons notre économie à nous. Même ici au Gabon, quand vous allez dans la rue, la femme qui vendait les beignets à côté, c'est une occupation. Hein? J'ai vu une dame vendre les beignets. Voilà. Et sur l'Office national de l'emploi d'ici peut mettre cette dame-là dans les conditions d'un travail formel. Quand vous allez dans tous les pays africains, sans qu'on vous pose la question, vous allez voir qu'il y a une économie qui se développe et qu'on ne trouve pas en Europe. Nous sommes à un feu. Les voitures s'arrêtent. Vous voyez les jeunes vendeurs, on vous propose tout. Dès que le feu devient, le vert arrive, les voitures s'en vont, ils se retirent. Voilà l'économie de l'Afrique. Vous allez au marché, les vendeurs en étage, ils vendent le poisson fumé, le poisson détaillant, le poisson salé. Voilà l'économie, notre économie à nous, que nous sommes petit à petit en train de laisser pour s'adapter à l'économie, au système européen. Voilà pourquoi souvent ça nous pose des problèmes. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Nous avons notre économie à nous. Ne voyons pas Libreville, voyons les petits villages dans les provinces. Les gens vivent comment? Parce que quand on fait l'emploi, on ne fait pas qu'à Libreville ou à Brazzaville. C'est même dans les petits villages. Un chasseur qui a tué un gibier est venu à revendu. Maintenant, tu tires quoi de ce système? Est-ce que c'est un travail formel ou informel? Un pêcheur qui la nuit veille dans les eaux, le matin ramène le poisson au marché, vend son poisson. Ce monsieur-là est dans quel type d'économie? Mais qu'à cela ne tienne, dans tous les pays africains, le système est tel que nous avons le sous-emploi. C'est dans cette catégorie que nous allons retrouver les 85% des Congolais. Si tu as été à Brazzaville, tu as vu comment les marchés s'est inondés. Les gens vendent même dans la rue. Tu as dû constater ça. C'est de l'informel dont nous parlons. Aujourd'hui, au niveau de l'ONEMO, comment nous gérons cette affaire? Il y a des secteurs que nous pouvons récupérer. Hier, quand je grandissais, il y avait des grandes surfaces qu'on appelait CCE, là, celui qui vendait les voitures, les CCE. Mon père fut chauffeur. Ce monsieur-là vendait des pièces, c'était une entreprise française, vendait des pièces détachées, vendait tout le matériel de construction. Et c'était dans le monde formel. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les Africains ont récupéré ce système. Ils ont ouvert là une petite boutique, ils ne vendent que les pièces détachées. Là, la même personne, hein, plus loin, établissement Diallo, ils vendent juste la peinture. 2 mètres après, établissement Diallo, ils vendent les tôles. Et ils ont réussi à prendre l'activité formelle et à mettre dans l'informel pour s'échapper à beaucoup de taxes. Ils ne payent pas l'impôt, ils ne déclarent pas les travailleurs à la sécurité sociale. Donc c'est devenu de l'informel. L'ONEMO maintenant, saisi aujourd'hui de ce système de la ruse des opérateurs économiques, s'organise à regrouper ses activités et à verbaliser ses travailleurs parce que chaque magasin a des emplois. Il y a un vendeur, un aide de caissier, et ainsi de suite. Et nous sommes en train de faire ce travail pour que même dans les magasins, on peut récupérer quelques métiers que nous avons déjà perdus. Je ne sais pas si ici au Gabon, un métier comme caissier dans une boutique là, je ne sais pas si l'office s'en occupe même. Pourtant,
En France, quand nos collègues qui sont là-bas travaillent, c'est dans ce genre de structure, d'établissement qu'ils travaillent. Travailler dans une pharmacie, au Congo, tu es à moitié chômeur, à moitié travailleur. Alors que tu travailles dans une pharmacie en France, tu es protégé par la loi, et tu paies la sécurité sociale, tu es comme un travailleur avec les honneurs possibles. Voilà à peu près ce que nous devons faire. Les efforts ici en Afrique. Un chauffeur de taxi au Congo n'a aucune valeur. C'est à la limite quelqu'un qui ne travaille pas. Il a la merci. Est-ce que vous voyez? Bon, alors qu'un chauffeur de taxi en France, c'est un emploi durable. Auguste Ngili, Marcelin Dokatiki, il y a Florent, la quartier Zénith. Séverine Ngobila, Ni wala banya, ni kobila kere.